Au milieu des années 80, on avait 70 000 armes nucléaires et aujourd'hui, on en a environ 12 000. Sachant, encore une fois, pour faire le lien dans les ordres de grandeur, qu'avec à peu près 100, si la théorie de l'hiver nucléaire est correcte, ça suffit à détruire la civilisation telle que nous la connaissons. Des explosions nucléaires non désirées ont été évitées par chance et pas par la pratique parfaite de la dissuasion nucléaire. Et on a aussi des cas où ce qui a empêché l'explosion non désirée, c'est la désobéissance ou la défaillance technique. Si on dit les armes nucléaires ont garanti la paix, ça, c'est démontrablement faux. Tout simplement parce que la guerre froide peut être requalifiée comme guerre par proxy qui a causé plus de 25 millions de morts. Aucun État doté aujourd'hui n'a obtenu d'armes nucléaires sans l'aide d'au moins un des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. On a des jeux de guerre nucléaire, notamment un jeu très célèbre qui s'appelle Proud Prophet. Dans la plupart de ces cas, de ces exercices de simulation, ça finissait par une guerre nucléaire globale. Les dirigeants actuels ne sont pas prêts à faire face à des situations de crise nucléaire. Benoît Pelopidas, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du site Élucide. Alors, vous êtes docteur en sciences politiques, vous êtes fondateur du programme d'études des savoirs nucléaires de Sciences Po et vous avez récemment publié un livre, Repenser les choix nucléaires. Et en effet, vous êtes un des grands spécialistes mondiaux des armes nucléaires, de nos vulnérabilités et des catastrophes potentielles qu'elles peuvent causer. Alors, c'est un sujet qui est étrangement très peu abordé dans les grands médias, alors qu'il est d'une importance vitale. Et justement, ça tombe bien parce qu'on vient de réaliser une étude très détaillée sur le site Élucide sur ce sujet des armes nucléaires. On vous met le lien en description. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire où on en est sur les armes nucléaires, quels pays en possèdent et combien ? Alors, vous avez présenté ce graphe qui est très intéressant. Donc, je vais juste faire des commentaires rapides sur cette carte. Cette carte, elle vous dit que 9 États sur la planète disposent de la totalité des armes nucléaires existantes. Elle vous dit aussi que les États-Unis et la Russie disposent à ce jour de près de 90% de la totalité des armes, du stock d'armes mondial. Ce chiffre est stable. Les États-Unis et la Russie ont disposé historiquement de plus de 90% de l'arsenal nucléaire mondial pendant la totalité de l'âge nucléaire. Ça vous dit une autre chose, qui est que certaines des armes nucléaires sont déployées dans des États dits hôtes, 5 de l'OTAN, et la Biélorussie depuis 2023, puisque Vladimir Poutine affirme avoir déployé des armes en Biélorussie. On y reviendra. Mais ce que ça nous dit aussi en creux, c'est, vous le voyez, que la plupart des États n'ont pas développé ces armes et que la totalité de l'hémisphère sud est une zone exempte d'armes nucléaires. Une dernière observation, peut-être par la négative, mais on y reviendra, j'en suis sûr, c'est que quand on voit la taille des arsenaux américains et russes, on est peut-être tenté de se dire qu'en fait, le reste, c'est petit. Et donc, on en reparlera, mais il faut bien mesurer qu'avec 1% de cet arsenal mondial, si les prévisions liées à la théorie de l'hiver nucléaire se réalisent, 1% de l'arsenal nucléaire mondial qui exploserait suffirait à causer la fin de la civilisation telle que nous la connaissons. Justement, dès 2009, Hillary Clinton a déclaré « Nous allons nous retrouver dans un monde avec un nombre croissant d'États dotés d'armes nucléaires ». Et en effet, quand on écoute les discours politiques, on a l'impression que cette prolifération des armes, elle est en quelque sorte imminente et inarrêtable. Comment est-ce que vous voyez cette évolution ? Alors, il faut commencer par dire que l'appellation prolifération, elle désigne en fait deux phénomènes très différents qu'on différencie en général avec un adjectif. Il y a d'un côté la prolifération verticale et de l'autre côté la prolifération horizontale. La citation de la secrétaire d'État Clinton à laquelle vous faisiez référence, c'est un cas de prolifération horizontale. On développera après la deuxième.
D'accord. Donc, restons sur l'horizontale. Donc, est-ce que cette prolifération, donc le fait que de plus en plus de pays aient des armes, c'est la réalité? Ça reste un risque, certainement, mais ce qu'il faut bien observer, c'est que le discours expert classique fait 3 erreurs sur le diagnostic de prolifération horizontale. La première erreur, ça revient sur ce que je vous disais avant, c'est que on opère avec une dichotomie prolifération ou désarmement, qui, de ce fait, passe sous silence la troisième catégorie, qui est en fait l'attitude majoritaire des États, à savoir l'absence d'intérêt pour cette technologie-là. Donc le discours de prolifération porte avec lui l'idée que le désir d'armes nucléaires serait universel, ce qui est démontrablement faux. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est simplement, et vous touchiez à ça avec la phrase d'Hillary Clinton, c'est le discours de la prolifération qui s'accélérerait. C'était particulièrement frappant dans les années 90, puis à nouveau après le 11 septembre. Or, ce qu'on peut montrer, et je pense qu'on montrera un graphe à un moment, c'est que quel que soit le critère que l'on utilise pour mesurer la dynamique, la prolifération horizontale est historiquement basse aujourd'hui, alors que le discours médiatique suggère l'inverse. Alors oui, vous faisiez allusion à ce graphique qui montre au fil du temps quels pays ont acquis l'arme nucléaire. Et on voit qu'au début de la guerre froide, il y avait un État tous les 5 ans qui se dotait de l'arme nucléaire, mais que depuis les années 80-90, c'est beaucoup moins le cas. Pourtant, tout le discours médiatique repose sur l'idée que tout le monde voudrait l'arme nucléaire, que ce serait un sens de l'histoire, une fatalité, une nécessité. Hein. C'est ce que disait Hillary Clinton. Pourtant aussi, dans vos travaux, vous montrez cet autre graphe qui est assez intéressant, qui montre que 80% des États de la planète n'ont jamais eu d'activité nucléaire militaire, et que sur les 20% qui ont commencé à regarder et à se dire, tiens, est-ce qu'on ne développe pas quelque chose, presque 75% ont renoncé avant d'avoir une arme nucléaire. Aujourd'hui, il y en a 9 qui l'ont. Et l'Iran, qu'on suspecte de poursuivre jusqu'où, dans quelles conditions des activités, on en parlera aussi un peu plus loin. Mais donc, finalement, il y a quand même eu aussi au total une quarantaine de grands pays, comme l'Italie, l'Égypte, le Brésil, la Turquie, qui ne veulent pas l'arme nucléaire. Pourquoi ? Votre question est essentielle. Et le point de départ, c'est vraiment de dire, on pense à la question nucléaire en termes de prolifération ou de désarmement, et cette dichotomie-là rend invisible l'absence d'intérêt. Donc il faut d'abord la rendre visible. Et ensuite, la deuxième erreur qu'on fait communément, c'est de dire ceux qui se dotent d'armes nucléaires le font parce qu'ils ont un souci de la sécurité nationale ou internationale. Ceux qui ne s'en doteraient pas, supposément, se désintéresseraient de la question sécuritaire et seraient plutôt motivés par des questions morales ou autres. Ça, c'est historiquement inexact. C'est-à-dire que vous pouvez choisir, pour des raisons sécuritaires, de ne pas développer d'armes nucléaires. C'est le cas notamment de l'armée norvégienne, ou aussi d'une partie des militaires suédois qui ont considéré que dans la situation dans laquelle on est, alors là, il faut que je fasse un petit détour sur le fait qu'on est en situation de guerre froide, donc l'ennemi auquel on pense, c'est l'ennemi soviétique, qui a une doctrine très particulière, qui est évidemment la dissuasion nucléaire, mais pas seulement la dissuasion nucléaire, mais aussi le fait de ce qu'on appelle limiter les dommages si la dissuasion devait échouer. Et donc, cette idée, c'est simplement, si la dissuasion devait échouer, les armes nucléaires soviétiques devaient être capables de cibler et de détruire le plus possible d'armes nucléaires ennemies avant qu'elles ne soient lancées contre l'Union soviétique. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que, précisément, sachant que vous avez ce type d'ennemi, alors, si vous avez des armes nucléaires sur votre sol, vous vous transformez en cible prioritaire. Et un nombre important de militaires, notamment norvégiens, ont dit pendant la totalité de la guerre froide qu'ils refusaient, pour cette raison-là, que des armes nucléaires américaines soient basées sur leur sol.
Parce que finalement, quand on a l'arme nucléaire, on se dit quelque part on est un peu protégé, mais de notre côté, on devient aussi une cible. Et donc finalement, la sécurité, elle a pu aussi diminuer. C'est ce qu'on a pu voir. Mais dans vos travaux, donc, vous insistez beaucoup sur ça. On a vu qu'il y a eu très peu de nouveaux États nucléarisés depuis un demi-siècle. Donc c'est de la fameuse prolifération horizontale dont nous parlez. On revient donc à la deuxième. Il y a aussi une prolifération verticale qui, elle, passe un peu sous les radars des discussions et des analyses. Alors, qu'est-ce que c'est et à quel besoin c'est censé répondre? Juste pour reposer le contraste, hein, l'horizontale, c'est quand de nouveaux États qui n'ont pas d'armes nucléaires en acquièrent. Verticale, c'est au contraire quand des États qui en ont déjà augmentent la taille de leurs arsenaux. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a du mal à l'imaginer ça. On a produit plus de 120 000 armes nucléaires, sachant qu'au pic, au milieu des années 80, on avait 70 000 armes nucléaires et aujourd'hui, on en a environ 12 000. Donc vous voyez que, et sachant encore une fois pour faire le lien dans les ordres de grandeur, qu'avec à peu près 100, si la théorie de l'hiver nucléaire est correcte, ça suffit à détruire la civilisation telle que nous la connaissons. Donc pour répondre à votre question sur à quoi ça sert, le point décisif, c'est de dire que la taille des arsenaux nucléaires aujourd'hui est très excédentaire par rapport à ce qu'exigerait la dissuasion nucléaire telle que définie par les états-majors des différents pays. Et c'est en particulier vrai aux États-Unis et en Russie. Donc même les partisans de la dissuasion nucléaire devraient accepter qu'il y a des marges de réduction considérables. Mais alors, comme il y en a déjà peut-être trop, pourquoi il y a une nouvelle prolifération verticale? Pourquoi on essaie d'en faire encore plus ou des plus destructrices? Il y a plusieurs types de réponses à ça, mais une, c'est une réponse interne qui est une rivalité interservices. Une autre, c'est l'ajout de missions supplémentaires pour ces armes, parce que ça n'a pas toujours été seulement au service de la dissuasion, il y a eu aussi d'autres types d'objectifs. Et un troisième élément, c'est simplement la peur de l'échec technologique. C'est-à-dire, par exemple, on a établi que pendant la guerre froide, sur une cible donnée à Moscou, on avait jusqu'à 9 missiles qui étaient là pour le cibler, parce qu'on supposait qu'un premier pouvait ne pas partir, un deuxième pouvait être intercepté. Donc, littéralement, les planificateurs de la guerre nucléaire, quand ils travaillent sur ce qu'en anglais on appelle les requirements, ils peuvent, par ces requirements, justifier une prolifération de très grande ampleur. Alors, comme on voit sur ce graphique qu'on doit à vos travaux, vous avez étudié la manière dont la presse s'est emparée de ce sujet. Et on voit que souvent, elle se contente de parler de la prolifération horizontale, et d'ailleurs essentiellement de l'Iran, mais qu'elle parle très très peu de la prolifération verticale, qui est finalement le véritable enjeu actuel, puisque c'est là où on a une vraie prolifération actuellement. Est-ce que c'est volontaire? Alors, j'ai du mal à assigner des intentions, mais en tout cas, c'est récurrent. Et le fait que ça soit récurrent est déjà suffisamment problématique pour le dire. Dans le chapitre 1, donc de repenser les choix nucléaires, je documente le tournant du début des années 2010, où les États dotés d'armes nucléaires commencent une nouvelle vague de ce qu'ils appellent la modernisation de leurs arsenaux. Et donc, ça peut être soit ce que vous avez appelé prolifération verticale, c'est-à-dire une augmentation effective de la taille, soit une extension de la durée de vie de ces arsenaux. Et effectivement, ces dynamiques-là, qui sont structurantes et durables depuis 2010, sont extrêmement peu traitées dans la presse, comme vous le voyez sur le graphique, que ce soit la presse de droite ou de gauche, alors qu'elles sont le fait de tous les États dotés. Et par contraste, la prolifération horizontale, qui est à un niveau historiquement bas, est présentée comme le sujet essentiel qui est traité abondamment, alors même que, pour faire le lien avec ce qu'on a vu avant, à partir de 2006, c'est-à-dire à partir du premier essai nucléaire nord-coréen, la question de la prolifération horizontale, c'est littéralement seulement le cas iranien. Il faut se souvenir, parce que la génération de vos spectateurs, je suppose, n'y pense pas nécessairement. Il y a eu, pendant l'histoire de la guerre froide, un très grand nombre de programmes nucléaires en cours. L'idée qu'il n'y en ait qu'un est en soi anormalement bas. Si vous aimez cette chaîne et notre travail, pensez à vous abonner et suivez-nous sur elucide.media. En plus de garantir notre indépendance, en vous abonnant à notre site, vous aurez accès à tous nos contenus. Analyse graphique, synthèse d'ouvrages, podcasts, entretiens exclusifs et articles quotidiens.
On compte sur vous. Alors, vous montrez aussi qu'il y a tout un jargon qui est mis en place, qui rentre dans les têtes, donc on ne s'en rend même plus compte finalement. Par exemple, on parle de dissuasion ou de nucléaire de la défense, plutôt que d'arsenal nucléaire. Euh, Quel est le rôle attendu du vocabulaire qui finalement est assez proche des logiques classiques de propagande? Alors ça c'est très important. C'est un des éléments, on va en reparler, que vos auditeurs doivent garder à l'esprit quand ils reçoivent un discours sur la question nucléaire. Est-ce que les catégories d'analyse utilisées sont les catégories d'un acteur doté d'armes nucléaires ou d'un acteur, par exemple, favorable au désarmement, ou est-ce que c'est des catégories d'analyse? Quand pour décrire l'arsenal nucléaire national français, on dit la dissuasion, et j'ai un exemple donc dans le livre où précisément un général 5 étoiles est repris en audition euh, à l'Assemblée nationale précisément parce qu'il ne dit pas la dissuasion et qu'il faut dire la dissuasion. Mais vous voyez bien que l'expression la dissuasion, ça suppose que l'arsenal nucléaire national dissuade, qu'il ne fait que dissuader, et on n'a rien prouvé de tout ça. Et c'est une faute méthodologique élémentaire qui est de dire la preuve de l'intention est une preuve suffisante de l'effet d'une politique, ce qu'on n'accepterait pas et qui, de ce fait, relève de la communication stratégique, que vous appelez propagande. Moi, je dis en général communication stratégique. Il y a un autre point assez frappant, c'est que finalement, quand on tient une position anti-nucléaire, on peut vite se retrouver taxé de militantisme, alors que visiblement, ça ne fonctionne pas du tout dans le sens contraire pour les pro-nucléaires. C'est finalement la même logique qui est à l'œuvre sur les pro- et anti-guerre. Qu'est-ce que vous en pensez de ce point-là? Alors, ce qui est intéressant pour moi, c'est une forme d'asymétrie, en effet, où dans l'espace public français, les militants du désarmement avancent comme militants du désarmement. Par contre, un grand nombre d'experts qui se présentent comme indépendants sont en fait des militants pro-nucléaires. Et ça, il est essentiel de l'objectiver. Moi, et vous l'avez dit tout à l'heure, moi je parle depuis un point de vue qui est très spécifique, qui est que je suis professeur des universités, que le programme que je porte refuse tout financement porteur de conflits d'intérêts, et que l'objet de mon programme, c'est précisément de documenter les effets de la nucléarisation du monde. Donc mon propos n'est pas du tout un propos militant. Par contre, on peut se rendre compte que quand vous avez des acteurs dits experts qui sont financés sur la base du conflit d'intérêts, donc sont financés par les producteurs de l'armement ou le ministère de l'armement lié avec la politique de dissuasion nucléaire, que par ailleurs, leurs catégories d'analyse sont les catégories d'analyse du discours officiel. On parlait tout à l'heure de la dissuasion. Ils répètent très régulièrement une focale sur le faisceau d'indices liés à l'Iran pour focaliser sur ça. Et que par ailleurs, on considère que les preuves liées aux intentions des dirigeants sont des preuves suffisantes pour prouver les effets d'une politique. Ça, ces trois éléments-là, le financement, le discours et la saisie de preuves d'intention comme preuve des effets, doivent être des symptômes que ce à quoi on a affaire, c'est un expert pro-nucléaire, un militant pro-nucléaire, qu'ils le disent ou pas. Oui, parce qu'en fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que la plupart des gens qui parlent de ce sujet, c'est soit éventuellement des militaires, soit des experts, comme vous dites, mais quand on regarde, ils viennent de think tanks qui sont généralement financés soit par le ministère de la Défense, donc les militaires, soit par l'industrie elle-même de la défense, et donc il y a des biais manifestes. Mais est-ce qu'il est possible de mener des recherches indépendantes alors sur ces questions du nucléaire? Est-ce que c'est risqué? Alors, je vais prendre les deux questions une après l'autre. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est risqué? Et je commence par la bonne nouvelle qui est que oui, c'est possible, précisément du fait du travail qui a été fait par l'équipe du programme d'études des savoirs nucléaires depuis 2017, mais aussi de quelques autres collègues. Et pour faire le lien avec votre question précédente sur anti-nucléaire, pro-nucléaire, ce qui est, il me semble, essentiel, c'est de rendre possible le choix démocratique sur ces questions. Et pour le faire, il faut d'abord, de manière détachée et neutre et impartiale, documenter les effets de la nucléarisation du monde.
ce que la paraphrase du discours officiel ne permet évidemment pas de faire. Et donc cette recherche indépendante, ce qu'elle fait, c'est qu'elle objective des effets dont on n'avait pas connaissance. Je vous en donne deux comme ça. Un dont on parlera, par exemple le fait que des explosions nucléaires non désirées ont été évitées par chance et pas par la pratique parfaite de la dissuasion nucléaire. Un deuxième effet, c'est les effets sur la possibilité de la démocratie, de la nucléarisation des États. On peut montrer en fait que la nucléarisation produit des poches de secrets qui dégradent la possibilité de la démocratie. Un troisième effet, c'est simplement de se poser la question de quand et comment est-ce qu'un arsenal nucléaire est crédible. Et en travaillant à partir d'une analyse technique de la performance de la première génération de la force de frappe, couplée avec des analyses archivistiques sur les archives américaines, au Royaume-Uni et quelques documents russes, on a pu montrer par exemple que la première génération de la force de frappe française ne pouvait pas remplir ses objectifs, au moins jusqu'en 1974, et que le renseignement britannique, américain et très probablement russe le savait. Ce résultat est intéressant parce que j'ai interrogé les membres de la commission de la défense de l'Assemblée nationale et la plupart croyaient que l'arsenal était crédible immédiatement. Donc, c'est ce genre de résultat-là que la recherche indépendante peut amener. Donc avec tous ces exemples-là, ce que je vous dis, c'est oui, la recherche indépendante est possible, ce qui n'était pas acquis, et on est capable de trouver des résultats. Maintenant, il y a des obstacles persistants, notamment un discours confusionniste qui suggérerait que la recherche indépendante et l'évaluation distanciée est en soi du militantisme, ce qui évidemment est dommageable, mais de ce point de vue-là, l'échelle internationale est décisive, parce que une fois qu'on fait valider des résultats qui peuvent être des résultats sur la France ou plus largement par la communauté scientifique internationale, la tentative de disqualification. Moi, je travaille à Sciences Po à Saint-Germain-des-Prés, mais elle ne s'étend pas beaucoup plus loin que Saint-Germain-des-Prés. Ce qu'on oublie, c'est que le nucléaire, c'est aussi un business qui est bien juteux. Vous vous rappelez que les 9 pays dotés ont dépensé entre 2010 et 2020 1 000 milliards de dollars pour leurs armes nucléaires. Et la France a prévu 37 milliards d'investissements entre 2019 et 2025. Donc, on imagine bien qu'une petite partie de ces sommes vont ruisseler. Il y a des ruissellements qui marchent bien. Mais généralement, c'est dans la poche des lobbies pour défendre ce business, comme c'est hélas souvent le cas. Donc, est-ce qu'il y a, oui, un lobby et comment il se manifeste? On peut aborder la question du lobby de manière contournée. C'est-à-dire, il devrait être possible de produire de la reddition de comptes sur les choix nucléaires. Or, cette reddition de comptes est difficile par le fait que certains acteurs en charge des décisions liées aux arsenaux monopolisent les données légitimes pour faire l'évaluation, décident de quand est-ce qu'elles vont être rendues publiques. Et donc, de ce fait, la reddition de comptes est limitée. Alors évidemment, il y a une discussion parlementaire, mais la question c'est qui informe les parlementaires. Et je vous donnais tout à l'heure un exemple d'une information établie qui montre que les parlementaires ont été mal informés sur la question de la crédibilité de la force de frappe pendant longtemps. Le travail de mon collègue Sébastien Philippe et de Thomas Stathus sur les effets des essais nucléaires en Polynésie, qui fait l'objet d'une commission d'enquête en ce moment, alors qu'on parle d'un essai qui a eu lieu en 1974, montre justement qu'il faut le temps de la recherche indépendante pour corriger des discours qui sont sinon qui ont une tendance à la minimisation, précisément du fait que les acteurs en charge de ces politiques sont ceux qui racontent leurs effets. Qu'est-ce qui peut pousser un État à renoncer à l'arme nucléaire? Alors, un grand nombre de raisons. Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, la grande majorité des États a choisi de ne pas développer d'armes nucléaires pour assurer sa sécurité, et que ça soit sous la forme de zones exemptes d'armes nucléaires ou du fait d'être membre du traité d'interdiction des armes nucléaires, leur demande, c'est pas d'assurer leur sécurité grâce à des armes nucléaires, mais c'est de
de ne pas être menacés par les armes nucléaires des autres. C'est une demande de ce qu'on appelle de garantie de sécurité négative. Je vous donne un exemple, l'Afrique du Sud. L'armée sud-africaine considérait, au moment de la guerre avec l'Angola, qu'ils avaient besoin d'avions et que ces armes n'étaient pas utilisables en guerre et que donc c'était littéralement de l'argent gâché. Ça, j'y insiste parce que on a tendance à penser que les militaires nécessairement veulent toutes les capacités militaires possibles, y compris toutes les armes nucléaires. Or, il y a une critique militaire en termes d'éthique du recours aux armes nucléaires, mais il y a aussi des militaires qui considèrent que ces systèmes d'armes détournent des ressources et ne sont en fait pas utilisables dans les conflits. Il a été aussi l'argument de l'armée de terre française au tout début, qui était contre la force de frappe, parce que l'idée c'était on sacrifie des ressources qui devraient être utilisées pour mener la bataille en Algérie, pour construire la force de frappe. C'est bien aussi, quand vous parliez de l'Afrique du Sud, parce qu'en fait, l'Afrique du Sud a renoncé. Elle a eu l'arme nucléaire, c'est le seul État qui a eu l'arme nucléaire et qui a décidé de s'en passer. En fait. Et ça, vous montrez dans vos travaux aussi que très peu de Français savent qu'il y a bien, en tout cas, un exemple d'un État qui a eu l'arme nucléaire et qui ne l'a plus aujourd'hui. C'est exact. Oui, l'Afrique du Sud est le cas qui a conçu, développé et déployé 6 armes nucléaires. Ils étaient en train de travailler sur la 7e, avec une doctrine un peu unique, mais qui ensuite l'a démantelée au début des années 90. C'est important à la fois d'identifier l'Afrique du Sud et de mesurer la spécificité des 3 États post-soviétiques, l'Ukraine, la Biélorussie et le Kazakhstan, parce qu'il y a une idée reçue fréquente depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui est si l'Ukraine avait gardé les armes nucléaires, elle n'aurait pas été envahie. Or, d'abord, cette idée-là, on peut démontrer qu'elle est fausse de plusieurs façons. Vous me direz si ça vous intéresse, à ce moment-là, je développerai ça. Mais il est faux de dire que l'Ukraine, la Biélorussie et le Kazakhstan étaient des États nucléaires. Ils ont hérité d'une partie substantielle en taille gigantesque, donc plusieurs milliers d'armes soviétiques sur leur sol, mais ça ne veut pas dire ni qu'ils avaient les codes de lancement, ni que les personnels d'entretien étaient des personnels nationaux, alors que c'était en fait des personnels soviétiques. Donc il est faux de dire que l'Ukraine, la Biélorussie et le Kazakhstan sont dans la même catégorie que l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, il faut par contre l'associer à tous ceux qui auraient pu matériellement développer des systèmes d'armes nucléaires et qui ont choisi de ne pas le faire. Parce que sinon, on a tendance à se dire, oui, ceux qui ne l'ont pas développé, c'est simplement qu'ils n'ont pas pu. Et ça, c'est inexact. C'est inexact d'ailleurs dans les deux sens. La Suède, par exemple, ou la Suisse, ou bien d'autres, ou même l'Allemagne ou le Japon, auraient pu et ont choisi de ne pas le faire. De la même manière, des États dont a priori on aurait pu dire ils ne peuvent pas, l'ont fait malgré tout. La Chine, 6 mois avant le premier essai nucléaire, était considérée par un rapport de la CIA comme un État semi-industrialisé qui n'y arriverait jamais. Il y a 40-50 pays qui pourraient avoir une arme nucléaire s'ils le voulaient. C'est à peu près ça les chiffres. Justement, c'est au début des années 1960, vous vous rappelez que le terme prolifération s'est imposé. Il a remplacé celui qui avait cours à l'époque, qui était plutôt la dissémination. Vous vous rappelez que ce n'est pas anodin du tout, finalement, ce changement en termes de propagande. Pourquoi ? Alors, effectivement, quand on parle de dissémination, en fait, un moyen simple de raconter ces effets de discours, c'est de se demander où est-ce que le discours place le regard. La dissémination place le regard sur le disséminateur, évidemment. Donc celui qui possède la technologie et qui choisit de la partager, de la vendre, de la diffuser à d'autres. La prolifération suggère au contraire que une catégorie qui est importée de la biologie et du discours sur le cancer, donc ça suggère que c'est un phénomène auto-entretenu, comme si les armes proliféraient d'elles-mêmes, et ça pousse le regard au contraire sur le proliférant, c'est-à-dire celui qui essaye d'obtenir ces armes. Et ça, c'est un des résultats d'ailleurs de l'équipe, c'est que
aucun État doté aujourd'hui n'a obtenu d'armes nucléaires sans l'aide d'au moins un des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui, parce que vous vous rappelez, on le voit sur ce schéma, que chacun des grands États nucléarisés a finalement aidé d'autres États à avoir l'arme nucléaire. Alors certains des programmes comme l'Australie n'ont pas abouti. Hein. En tout cas, il y a eu des aides. Alors les aides, c'est pas non plus, hein, on donne les armes clés en main, hein. C'est des participations. Mais en tout cas, oui, c'est assez éloquent. Qu'est-ce que ça dit de la responsabilité des grands États? Alors, il y a aussi effectivement des programmes ou des dimensions de ces programmes qui sont voués à être des fausses pistes. À un moment, par exemple, l'aide soviétique à la Chine était vouée à être une fausse piste. Mais c'est effectivement le troisième correctif que le travail de l'équipe a apporté au discours sur la prolifération. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, le désir d'armes nucléaires n'est pas universel, il est en fait rare. Aucun État doté d'armes nucléaires aujourd'hui n'a atteint ce statut sans l'aide d'au moins un des membres permanents du Conseil de sécurité. Et 3, aucun des membres permanents du Conseil de sécurité n'a les mains totalement propres en matière de non-prolifération. Et en termes de responsabilité, j'y viens, il y a une responsabilité de diffusion de la technologie, mais il y a aussi une responsabilité de diffusion de la désirabilité de cette technologie. C'est-à-dire, si en tant qu'État, vous affirmez que des systèmes d'armes nucléaires sont des conditions nécessaires de garantie de votre sécurité nationale, de votre indépendance et de votre souveraineté, qu'en plus elles sont sans risque et peu chères, c'est extrêmement difficile ensuite de convaincre d'une politique de non-prolifération. Là, il y a une responsabilité des États dotés dans la diffusion non seulement de la technologie, comme je le disais, mais aussi de la désirabilité de la technologie. Pas tout l'intérêt d'avoir une propagande qui essaye d'appeler ça prolifération plutôt que dissémination, pour oublier qu'en fait, tiens, c'est vrai que la France a aidé Israël à avoir l'arme nucléaire, ce qui a des conséquences. Du coup, l'Iran se dit, est-ce qu'il faut que je l'ai moi aussi, etc. etc. Donc, bon, c'est clair, mais à contrario, alors, en dehors de ces mauvais exemples, on pourrait dire que tous les grands pays ont joué. Quelles stratégies ont été utilisées pour limiter la prolifération et est-ce qu'elles ont été efficaces? Alors, je vais vous donner une idée des grands types de stratégies. La première stratégie, c'est la dissuasion nucléaire étendue, c'est-à-dire dire qu'on va étendre les missions de l'arsenal nucléaire national à la protection supposée des alliés, en leur disant, voilà, donc ne développez pas vos armes nucléaires, puisque nous allons utiliser les nôtres pour vous défendre. C'est un argument, c'est l'usage de la dissuasion nucléaire étendue comme politique de non-prolifération, c'est un argument utilisé essentiellement par l'administration américaine pour justifier la taille de son arsenal, notamment dans un rapport remis au Congrès américain en 2009, il est explicitement dit, si on se souciait seulement de la protection du homeland, on n'aurait pas besoin de l'arsenal qu'on a aujourd'hui. Et le problème, c'est, vous voyez bien, on a le cas britannique et le cas de la France, il y a des États qui n'ont pas du tout accepté cette idée que le parapluie nucléaire américain les protégeait. On vient de publier un papier dans Cold War History qui montre que, précisément, en Norvège, on n'a jamais considéré le parapluie nucléaire américain comme crédible. Donc la question de la dissuasion nucléaire étendue pose un problème de crédibilité extrême, puisque effectivement, ça voudrait dire que des États sont prêts à utiliser des armes nucléaires, non pas pour défendre leurs intérêts nationaux, mais pour défendre des tiers. Et donc croire à ça, si on est déterminé à proliférer, c'est loin d'être évident. Donc ça, c'est la première limite. C'est-à-dire, il y a tout un tas d'États qui ont juste choisi de ne pas développer ces armes nucléaires alors même qu'ils n'avaient pas de parapluie nucléaire de sécurité. Et de l'autre côté, vous avez des États qui avaient un parapluie nucléaire de sécurité, je pense à la France et au Royaume-Uni, et qui ont dit, mais nous, on ne choisit pas, on va faire les deux. Ça, c'est une politique.
La deuxième... J'insiste bien parce que c'est quand même important, parce que par exemple, c'est au cœur de la promesse de l'OTAN. C'est vrai qu'on se dit, c'est quoi la promesse de l'OTAN? Si un jour la Russie envahit les Pays-Bas, l'Estonie, il n'y a pas de souci, les États-Unis seront prêts à envoyer des armes nucléaires et donc à mourir quoi, pour un pays tiers. Et c'est pas évident que, mis au pied du mur, ça se passerait vraiment comme ça, quoi. Alors, c'est non seulement pas évident, mais il faut ajouter que d'abord, il y a des chefs d'État qui ont dit explicitement qu'ils n'y croyaient pas. De Gaulle est très célèbre pour avoir dit qu'il n'y croyait pas. Mais vous avez aussi des officiels américains. Une fois qu'ils ont quitté leur fonction, Henry Kissinger, qui était en place dans les années 70, Robert McNamara, qui était en place dans les années 60, et bien d'autres, ont dit que jamais ils n'auraient tenu cette promesse. Et je suis désolé, je vais jurer, mais le président Nixon lui-même a dit que la promesse de dissuasion étendue était « a lot of crap ». Donc le doute sur la crédibilité de la dissuasion nucléaire étendue n'est pas un doute purement logique et théorique, c'est un doute qui a été affirmé par des acteurs historiques de premier plan. C'est bien que vous citiez ces acteurs parce qu'on le sait peu, mais les mêmes, Kissinger, McNamara, mais aussi Barack Obama, le président, Colin Powell, ont tous parlé à un moment d'abolir les armes nucléaires, en tout cas d'avoir ce projet-là, cet objectif ultime-là. Est-ce qu'ils étaient sérieux? Alors, moi, en sciences sociales, j'ai toujours du mal à assigner des intentions. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est documenter ce qu'ils ont fait et ce à quoi ils ont présidé. Dans le cas de Barack Obama, c'est assez clair qu'il fait le discours de Prague dans lequel il réaffirme l'horizon de l'abolition des armes nucléaires, mais qu'en parallèle avec ça, il entame un processus de modernisation de l'arsenal nucléaire américain et il déploie une doctrine qui autorise une modernisation d'une ampleur telle que l'administration Trump qui va suivre ne la modifiera que très marginalement. Donc là, on peut dire, je ne sais pas les intentions, le fort intérieur de Barack Obama, mais quelles que soient ses intentions et son fort intérieur, la politique dont il est responsable et pour laquelle il a présidé, c'est une politique de modernisation de la totalité de la triade nucléaire américaine pour des sommes qui relèvent de, là aujourd'hui, on parle de 1700 milliards de dollars. Comme vous venez de parler de Trump, alors Trump, il y a un premier mandat, mais enfin, il y en a Trump deuxième mandat qui, dans son lot bouillonnant, il y a quelques jours, a publiquement proposé à la Russie de diminuer leur stock d'armes nucléaires assez notablement, en disant qu'il y avait déjà de quoi faire sauter 50 ou 100 fois la planète, que ce n'était pas très raisonnable et que c'était en train de pousser la Chine à développer le sien, parce qu'en effet, l'arsenal de la Chine est en train d'augmenter assez fortement. Est-ce que vous pensez que je parlais qu'il était, je ne vais pas dire qu'il était sérieux, parce qu'on certes on parle de Trump, mais que dans les mois ou années qui viennent, on peut peut-être relancer, comme dans les années 70, un programme visant à diminuer le nombre d'armes nucléaires, ou est-ce que ce n'est pas très crédible, justement, à cause des lobbies? Il y a beaucoup de choses dans cette question-là. Alors, je vais prendre les choses une par une. D'abord, la stratégie de communication de M. Trump consiste à saturer l'espace en parlant trop et en disant des choses contradictoires. Donc, je vais essayer d'éviter de tomber dans le piège du commentaire. Mais on peut en tout cas faire des observations d'échelle intéressantes. La première, c'est entre 1987 et 1996, il est exact que les États-Unis et l'Union soviétique, puis la Russie, ont démantelé 80% de leurs arsenaux, des arsenaux existants. Donc, on a démantelé bien plus d'armes nucléaires que ce qu'il reste aujourd'hui. Donc, il est vrai qu'on a pu le faire et qu'il n'y a pas d'impossibilité matérielle au démantèlement. Il y a même des travaux scientifiques qui montrent que même en l'absence de progrès technologiques, on pourrait démanteler la totalité des armes nucléaires existantes en une dizaine d'années. Donc ça, c'est concevable. La deuxième observation, c'est les grands changements dans l'histoire nucléaire globale ont été des surprises, bonnes ou mauvaises. L'essai nucléaire chinois à Lop Noor en octobre 1964, je vous le disais tout à l'heure, tout le monde était persuadé qu'il ne le ferait pas.
Et ça change tout. C'est-à-dire, avec l'essai nucléaire chinois, l'observation ou la surveillance au nom de la non-prolifération s'étend des États dits industrialisés à la totalité des États de la planète. Deuxième moment qui change tout, la fin de la guerre froide, où vous avez plein d'événements inédits. On a parlé tout à l'heure du renoncement de l'Afrique du Sud, mais vous avez aussi, pour la première fois, la dislocation d'un État doté d'armes nucléaires sous la forme de l'Union soviétique. Tout ça n'était pas prévu. Donc, je vous dis ça pour dire que de là où on est aujourd'hui, un changement radical de la taille des arsenaux paraît peu probable parce que, effectivement, des grandes dynamiques de modernisation ont été enclenchées, mais il ne faudrait pas tomber dans le piège de croire que maintenant, on a une clairvoyance qu'on n'avait pas par le passé. Par le passé, on a raté les grands changements, donc il se peut qu'un grand changement advienne et qu'on ne peut pas voir de là d'où on le regarde. Et pour finir sur ce premier sujet, est-ce que le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, le fameux TNP dont on entend souvent parler, est-ce que ça a changé la donne d'une manière ou d'une autre? Alors ce traité, il est important parce que c'est le traité multilatéral qui a le plus d'États membres. En lien avec la discussion qu'on vient d'avoir, je voudrais insister sur un article de ce traité qui est l'article 6, dans lequel les États ont une obligation complexe de cesser la course aux armements et aux armements nucléaires et d'atteindre le désarmement nucléaire, mais aussi le désarmement général et complet d'une manière vérifiable le plus tôt possible. Cette obligation-là, elle est importante parce que elle a été ensuite validée non pas seulement comme une obligation de moyens, mais comme une obligation de résultats par l'avis consultatif de la Cour internationale de justice de 1996. Et donc, pour cette raison, on en parlait tout à l'heure, le fait que les dirigeants des États dotés réaffirment ponctuellement l'objectif d'un monde sans armes nucléaires, c'est aussi simplement parce qu'ils ont pris cet engagement et qu'ils, en tout cas, veulent reconnaître qu'ils l'ont pris. D'autres peuvent refuser de le reconnaître. Alors, on va maintenant passer aux vulnérabilités du nucléaire, puisque c'est un axe majeur de vos recherches. Vous avez beaucoup travaillé sur ce point-là. En fait, elles ne sont généralement pas celles auxquelles on pense spontanément. Par exemple, est-ce qu'il est vraiment impossible que ces armes, qu'on nous vend comme des armes de défense, de dissuasion, eh bien, que ces armes soient utilisées un jour, réellement, volontairement, dans un cadre militaire? Est-ce que ce serait possible? Alors, je vous réponds avec le sourire en disant par rapport aux questions précédentes, ça c'est une question facile. La réponse tient en 3 lettres, c'est oui. Alors, vu que vous êtes patient, je vais vous en dire un peu plus. Allez, un petit peu plus. Pourquoi est-ce que je peux dire oui de manière aussi péremptoire? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme on l'a dit, hein, les États dotés d'armes nucléaires défendent leur possession de ces systèmes d'armes et ce qu'ils en font au nom de la dissuasion nucléaire. La possibilité même de produire un effet dissuasif exige que l'adversaire potentiel croit effectivement que vous êtes prêt à utiliser ces armes. Donc la dissuasion elle-même exige que vous continuiez à avoir la capacité, la détermination, mais aussi les entraînements et les ressources nécessaires à ce que cette possibilité reste réelle. Donc ça, c'est un premier indice. Un deuxième élément, si on avait voulu rendre cette possibilité totalement caduque, on aurait pu, par exemple, réduire les conditions d'emploi, ce qui a été demandé. De nombreux États ont demandé aux États dotés d'adopter des politiques de non-emploi en premier. Or, ce qu'on peut voir, c'est que la plupart des États dotés et l'OTAN n'ont jamais appliqué de politique de non-emploi en premier. Les États qui l'ont appliqué sont des exceptions. Autre indice, les traités créant des zones exemptes d'armes nucléaires, dont on a vu tout à l'heure sur le premier graphe qu'elles couvraient la totalité de l'hémisphère sud, eh bien ces traités, ils ont des protocoles dans lesquels
précisément, on demande aux États dotés de s'engager à ne pas cibler les États membres à ce traité-là. Or, certains des États dotés n'ont pas ratifié la totalité de ces protocoles-là. Donc, vous voyez, je vous donne simplement une série d'indices de ce qu'on aurait pu faire si on avait voulu complètement rendre la chose impossible et qu'on a choisi de ne pas faire. Un dernier élément, c'est simplement la simulation et les preuves en termes de war games. On a des jeux de guerre nucléaire, notamment un jeu très célèbre qui s'appelle Proud Prophet en 1983, qui aboutit à la guerre nucléaire globale. Mais en fait, en 2019, j'ai eu l'occasion de discuter avec le général John Hyten, qui était la personne en charge de la totalité de l'arsenal nucléaire américain. Et il m'a dit effectivement que dans la plupart de ces cas, de ces exercices de simulation, ça finissait par une guerre nucléaire globale. Et il l'a dit aussi à d'autres personnes. Vous voyez, vous avez tout un tas d'indices congruents sur le fait que cette possibilité reste sérieuse. Peut-être un dernier exemple que je tire de l'ouvrage de Fred Kaplan qui s'appelle The Bomb. Dans son chapitre sur l'administration Obama, il explique que les membres du Conseil de sécurité nationale ont été exposés à une situation de crise dans la dernière année de l'administration Obama. Et cette situation de crise, c'était l'invasion par la Russie d'un État balte et l'usage par la Russie d'une arme nucléaire tactique. Et ce qui est intéressant, c'est que quand c'était les adjoints qui jouaient le rôle, ils répondent à cet acte de la Russie par une réponse conventionnelle. Quand ce sont les titulaires qui jouent le rôle, ils répondent par un acte nucléaire. Je vous renvoie d'ailleurs vers une interview de Jack Matlock qu'on a réalisée il y a quelques mois, qui est un ancien ambassadeur américain en URSS, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, puisqu'en plus, en 1962, il était aussi à l'ambassade et donc a suivi de très près la crise nucléaire. Et il racontait qu'en effet, alors ce qu'on appelle des jeux, ce n'est pas des jeux pour rigoler, hein, c'est des vraies simulations très sérieuses avec les acteurs mis en situation, montrent que la plupart du temps, ça finit par une guerre nucléaire globale dès qu'on met le doigt là-dedans. Hein. Et justement, dans votre livre, on apprend plein de choses intéressantes, mais une aussi qui m'a stupéfait, c'est que vous rappelez que Jimmy Carter est le dernier président américain qui a participé à une vraie simulation de crise nucléaire. C'était donc avant 1980. En quoi consistaient ces simulations et comment est-ce qu'il réagissait à l'époque? Et surtout, pourquoi il n'y en a plus depuis quand même? Le point important, là, c'est vraiment la mise à distance des dirigeants par rapport à ces simulations-là. Effectivement, Carter est le dernier à avoir participé à cette simulation. On sait par exemple que Reagan a même, lui, évité le briefing nucléaire pendant plus d'1 an. Alors, on l'a briefé par bribes, mais il ne voulait pas savoir ce qui était attendu de lui en la matière. Mais c'est très inquiétant parce que aussi dans vos travaux, vous rappelez qu'en 62, cette fameuse crise des missiles, on a tendance à dire que heureusement que Kennedy était là, il était plutôt raisonnable. Alors c'est vrai qu'il avait des militaires qui poussaient encore plus, mais enfin que vous expliquez que pas du tout et que même toute cette crise part de trucs complètement fous puisqu'il n'y avait pas de vrai problème de sécurité pour les États-Unis. Oui, le grand psychologue Paul Slovic, en 2020, a même publié un article qui s'appelle The Caveman and the Bomb, dans lequel il dit explicitement que lui, au vu de son travail de psychologie cognitive sur ces situations-là, il estime que les dirigeants actuels ne sont pas prêts à faire face à des situations de crise nucléaire. Et pour revenir à Cuba, par rapport à la question de la préparation du leadership, je pense que c'est frappant pour au moins 3 raisons différentes et 3 moments, 4. Le premier auquel vous faisiez allusion, c'est que ce qui fait crise, c'est que Kennedy choisit de prendre la parole et de dire « c'est inacceptable que ces armes nucléaires soviétiques soient à Cuba », et il le fait essentiellement pour des raisons de politique domestique, parce que on est en situation des élections de mi-mandat et il est président jeune et démocrate, donc il a vraiment peur d'être attaqué par sa droite comme étant trop faible sur les questions de défense, alors même que Gilpatrick,
plusieurs autres conseillers et le secrétaire à la défense McNamara, lui, ont dit les missiles soviétiques à Cuba ne modifient pas l'équilibre des puissances. Donc ça, c'est la première dimension. C'est-à-dire que Kennedy choisit l'escalade de ce point de vue-là. Par contre, le deuxième point, c'est l'autre bout auquel vous faisiez référence, c'est que Kennedy, par contre, comme gestionnaire de crise, est extraordinaire. C'est-à-dire, il est le seul à tenir tête systématiquement à tous les partisans de l'usage de la force contre Cuba à ce moment-là. Et on sait que si la force avait été utilisée contre Cuba, les possibilités d'escalade étaient très, très probables et plus que ça. J'insiste un petit peu sur cette histoire de Kennedy comme celui qui fait tenir ce qui a évité la guerre nucléaire. C'est précisément que les autres membres du comité exécutif qu'il a nommé pour le conseiller, la plupart d'entre eux ont changé d'avis à un moment ou à un autre, mais chaque jour de ces 13 jours de crise, il y avait toujours une majorité en faveur de la force. Et donc, il a toujours fallu que Kennedy tienne bon, sans quoi l'escalade aurait eu lieu. Et il a tenu bon face à des pressions, y compris des choses absolument scandaleuses, du type une insulte vous êtes comme votre père qui avait défendu les accords de Munich. Pour finir sur ce sujet, c'est intéressant parce que aussi vous vous rappelez cette fois en face que dans ces situations de crise, c'est pas toujours la prudence finalement liée à la peur en disant flûte à l'heure, est-ce qu'on va déclencher une guerre nucléaire qui se manifeste, et parfois il y a des surréactions et des escalades. Alors on va parler de l'escalade initiale de Kennedy qui transforme un problème en une crise majeure. Mais en face, il y a Fidel Castro aussi, et ça, je n'étais pas au courant. Donc, en effet, j'ai lu ça, qui écrit une lettre à Khrouchtchev qui propose l'escalade. Oui, c'est une lettre très importante. Ça nous permet de revenir sur l'équation attendue de la dissuasion nucléaire. Ce qu'on attend dans la logique de la dissuasion nucléaire, c'est l'idée que la menace de représailles va produire de la peur, qui, à son tour, va produire de la prudence. Et il y a des cas où la menace nucléaire ne produit pas de peur, mais il y a aussi des cas où elle produit de la colère. Et la colère produit l'escalade. C'est le cas, justement, de Castro, où, à ce moment-là, il est convaincu que, sous quelques jours, les États-Unis vont envahir ou bombarder, que de ce fait, le régime est vaincu, et donc, vaincu pour vaincu, il dit à Khrouchtchev, lancez la guerre nucléaire en notre nom ou donnez-nous la possibilité de le faire pour que précisément on ne soit pas mort pour rien, mais qu'on soit mort dignement en ayant infligé une défaite à l'ennemi. Je vous fais un petit détour sur le fait qu'on peut se dire, oui, mais c'est Castro, c'est un révolutionnaire. Konrad Adenauer, au même moment en Allemagne, donc vous voyez, un chancelier beaucoup plus âgé, conservateur, de droite, il est face à la situation où ses conseillers lui disent, voilà, la crise de Cuba, c'est au fond d'abord et avant tout au sujet de Berlin. Donc nous sommes la cible prioritaire. Si ça tourne mal, nous allons subir les conséquences. Et la ville n'est pas protégée, il n'y a pas de défense civile, pardon, je fais un anglicisme. Ce à quoi Adenauer répond, Khrouchtchev est un ivrogne qui ne répond qu'à la force, dit aux Américains d'escalader. C'est dans le travail sur la crise de Cuba, qui va donner lieu à un livre là, à paraître, c'est un des résultats qui sont à la fois la bonne et la mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que là, une des raisons pour lesquelles ça n'a pas escaladé, c'est parce que les deux dirigeants des deux grandes puissances n'ont pas écouté leurs alliés les plus proches, parce que les deux poussaient à l'escalade. C'est assez effrayant. On se dirait, oui, bon, c'était la guerre froide, machin, c'est vieux, mais on va de découverte à découverte plus que troublante dans votre remarquable ouvrage. Vous rappelez une chose complètement dingue, en tout cas moi j'étais passé complètement à côté, c'est qu'on est passé pas loin de la catastrophe aussi en 2017 avec la Corée du Nord. Ça, alors, moi ça m'est passé complètement sous le radar. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé à ce moment-là, quoi ? Alors, ce qui est visible dans les médias, c'est la joute verbale entre Trump et Kim Jong-un. Mais ce qui a eu lieu, c'est
la préparation d'un plan qui est documenté dans l'ouvrage de Bob Woodward, un plan littéralement qui consistait à frapper la Corée du Nord avec 80 armes nucléaires de 100 kilotonnes, sachant encore une fois, hein, 100 kilotonnes, ça veut dire 8 fois Hiroshima, et donc on parle de 80 bombes de cette capacité-là, mais aussi une montée des tensions avec des essais de vecteurs du côté de la Corée du Nord. Donc la Corée du Nord a lancé un missile balistique dont les États-Unis craignaient qu'il ne soit capable d'atteindre les États-Unis. Et donc les menaces ont été, oui, si vous refaites ça, ben, on va prévoir il était prévu en tout cas que ce plan puisse être mis en œuvre si d'autres lancements avaient lieu. Et quelques semaines plus tard, en septembre, on a eu aussi des survols de la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord par des avions qui ont abouti à ce que les autorités de Séoul informent les autorités américaines en leur disant là vous avez franchi des limites. Donc le degré de tension était très élevé. C'était d'autant plus visible que le secrétaire à la Défense à l'époque de Donald Trump, le général Mattis, a dit à Bob Woodward avoir dormi à plusieurs reprises en tenue de sport pour être en situation de pouvoir exécuter ou empêcher l'ordre si ce plan était mis à exécution. On est en 2025, ça va être les 80 ans du double bombardement atomique par les Américains du Japon, à Hiroshima, à Nagasaki. Mais on l'a un peu en tête, on se dit, bon, il y a 2 villes qui ont été rasées, enfin, c'était deux bombes, et j'ai presque envie de dire petites par rapport à ce que vous racontez, par rapport à des bombes H aujourd'hui. On ne se rend pas toujours compte de ce qui se passerait s'il y avait déjà une guerre nucléaire. Alors qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une petite guerre nucléaire, et qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une grosse guerre nucléaire? Est-ce que ces histoires d'hiver nucléaire, c'est sérieux? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, en tout cas, les risques qu'il pourrait y avoir, au-delà, je dirais, de la simple destruction de la ville qui se prend une bombe? Oui. Alors, j'arrive à la question de l'hiver nucléaire tout de suite, mais je veux rappeler une chose importante, qui est que on a trop tendance à dire que depuis Hiroshima et Nagasaki, il n'y a plus d'explosion nucléaire. Or, il y a eu plus de 2000 explosions nucléaires, souterraines ou atmosphériques. Et si on parle seulement des explosions atmosphériques, il faut mesurer qu'on a mis l'équivalent de 528 mégatonnes d'équivalent explosif dans la biosphère, soit 29 000 Hiroshima. Ces explosions sont considérables. Maintenant, la question de l'hiver nucléaire. L'hiver nucléaire, c'est les conséquences climatiques d'une guerre nucléaire. C'est-à-dire, c'est déterminé sur la base d'une modélisation climatique. Et l'idée, c'est d'observer que si on frappe des villes, les explosions vont produire de la suie qui va s'élever dans la stratosphère. Et en s'élevant dans la stratosphère, elle va créer une pellicule qui va bloquer les rayons du soleil et ce faisant refroidir considérablement le climat de la planète. Et si c'était le cas sur l'Inde et le Pakistan, ça produirait une famine à échelle globale du fait de ses conséquences immédiates sur l'Asie et le riz issu de l'Asie. Et c'est à partir de combien d'explosions nucléaires qu'on commence à voir ces problèmes? Les modélisations récentes nous disent que c'est 100 armes nucléaires de la taille d'Hiroshima, soit, c'est ce que je vous disais, à peu près 1% de l'arsenal nucléaire global aujourd'hui. Au niveau des vulnérabilités, vous en avez identifié une autre qui est épistémique, suivant votre terme, qui consiste en simplifiant à dire qu'on a trop de confiance dans notre capacité à contrôler les arsenaux. Pourquoi c'est dangereux? Il y a 3 dimensions de la vulnérabilité épistémique. La vulnérabilité épistémique, en fait, c'est simplement la tentation à croire à un contrôle plus grand que ce qu'il n'est réellement. Et cette tentation, elle prend 3 formes. La première forme, c'est ce que j'ai appelé l'extériorité, c'est-à-dire que je suis ravi que vous m'ayez invité aujourd'hui, mais je suppose que quand vous prenez votre petit déjeuner le matin, vous ne pensez pas à la guerre nucléaire. Moi, oui. Donc, la plupart d'entre nous, la question de la vulnérabilité nucléaire est simplement en dehors du domaine des considérations qu'ils adressent.
La sociologie nous a montré, il y a bien longtemps, qu'on ne peut pas considérer tous les possibles. Donc, on choisit, et on choisit d'exclure, en fait, la question nucléaire. Cette exclusion, elle est renforcée par le fait que ce qui pourrait nous aider à y penser ne le fait pas. On a parlé tout à l'heure du fait que la presse ne couvre que très peu de vulnérabilités matérielles liées aux armes nucléaires et surcouvre la prolifération horizontale. Mais il faudrait ajouter à ça, et je vais vous lire juste un petit extrait, que l'éducation nationale, depuis les années 50, insiste sur le fait qu'il ne faut pas effrayer la population en disant la vérité de l'impossibilité de la protection des populations. Parce que cette impossibilité de la protection, elle n'est pas empiriquement discutée par qui que ce soit. C'est-à-dire, depuis qu'on a couplé des missiles balistiques avec des explosifs thermonucléaires à la fin des années 50, au début des années 60, il n'est plus possible de protéger les populations contre des frappes nucléaires délibérées ou accidentelles. Mais on oublie cette vulnérabilité qui demeure notre condition parce que le discours de la dissuasion transforme cette vulnérabilité en une protection. Donc là, vous avez le premier volet de la vulnérabilité épistémique. Le deuxième volet que je vous dis rapidement, c'est que les experts para-officiels ne sont pas en capacité de nous dire la totalité des vulnérabilités matérielles liées aux armes nucléaires, précisément parce que leur rôle consiste à reproduire le discours de la protection. Et la troisième dimension de la vulnérabilité épistémique, c'est que on a du mal à croire à ce que l'on sait. Littéralement, c'est difficile d'accepter la réalité de cette condition. Et ça, c'est un des résultats dans l'ouvrage qui, moi, m'a surpris le plus. C'est-à-dire en faisant une campagne d'interview très longue sur plusieurs années avec des gens qui ont des préférences de politique nucléaire très variées, qui vont des partisans de la dissuasion aux partisans de l'abolition, en allant même jusqu'aux partisans de la guerre nucléaire limitée, quasiment tous me disent « on sait que c'est possible, qu'on est en situation de vulnérabilité, mais on a du mal à y croire. » Et en fait, quand on agit et quand on fait des recommandations, on les fait comme si on contrôlait beaucoup plus. Alors, j'essaie de résumer un peu votre propos. La difficulté qu'on a, c'est que spontanément, on ne pense pas à ce problème, que la presse ne va pas nous faire penser à ce problème, que les experts nous disent « dormez tranquille, il n'y a pas de problème ». Au contraire, le problème, c'est même une solution, donc c'est très bien. Et que dernier point, quand vraiment, genre, vous regardez une vidéo d'Elucide, on vous y fait penser, eh bien, on a du mal, même là, à comprendre ce qui peut vraiment se passer. Peut-être avec un effet décourageant, en se disant, finalement, où ça n'arrive pas, et puis ça ne sert à rien de s'inquiéter, où ça arrive, et c'est trop tard. Comment aussi on répond à cet argument qu'on entend parfois? Alors voilà, ça, c'est crucial. Et c'est crucial pour tous nos auditeurs, en fait. C'est-à-dire, vous pourriez, à ce stade-là, si vous avez la gentillesse d'écouter jusque-là, vous pourriez vous dire, bon, soit une catastrophe nucléaire advient de mon vivant, et très probablement, je vais mourir, ou les miens, ou tous ceux qui comptent pour moi vont mourir, ou alors, ça n'advient pas, et à ce moment-là, je serai beaucoup plus heureux ou heureuse si j'oublie immédiatement tout ce que ce sinistre personnage vient de me raconter. Cet arbitrage-là, vous y auriez droit si vous pouviez choisir de ne pas être affecté par les politiques nucléaires si la catastrophe n'advenait pas. Or, même si la catastrophe n'advient pas, en tant que citoyen résident d'un État doté d'armes nucléaires, on est déjà mobilisé, déjà affecté par les conséquences des politiques nucléaires. Et pas seulement les conséquences des politiques nucléaires passées en termes de politique d'armement ou en termes d'essais nucléaires, mais on est aussi mobilisé parce que, très simplement, en tant que contribuable, l'État attend de nous que nous contribuions au financement de l'arsenal nucléaire national. De la même manière, le chef de l'État exerce ses fonctions et serait en capacité de décider d'utiliser l'arsenal national en notre nom, parce que de toute façon, en cas de crise, il n'y aurait pas le temps de faire de consultations démocratiques. Et dans le
ce qu'on appelle le jeu de la dissuasion avec un acteur qui est la Russie et d'autres qui vont cibler aussi les armes nucléaires sur le sol français, l'État attend de nous que nous acceptions, dans le cadre de ce jeu, que notre pays soit une cible prioritaire. Donc le choix qu'on a, c'est pas d'être affecté ou pas, mais c'est d'être actif ou passif face à la question nucléaire. Et c'est pour ça que donner des critères pour reconnaître la recherche indépendante par rapport à du militantisme pro ou anti-nucléaire est essentiel. Alors, il y a un autre point qui interpelle aussi dans votre ouvrage, c'est que, en tant que citoyen, on se dit, bon, effectivement, tout ça est quand même très dangereux, donc il doit y avoir des protocoles, des sécurités qui sont blindées pour qu'il n'y ait pas de problème, pour que les arsenaux, quand même, soient gérés de façon rigoureuse, très encadrée. Et vous expliquez que vous avez interrogé un ancien responsable américain de 50 missiles balistiques, les fameux Minuteman, qui vous a affirmé que, en fait, les règles opérationnelles, donc la façon dont ils sont censés traiter ces armes-là, en fait, ne sont généralement pas respectées de façon fréquente. Est-ce que, pour vous, ce point-là, il est fréquent? Est-ce que souvent les règles ne sont pas respectées? Et est-ce que les dirigeants sont au courant que parfois les règles ne sont pas respectées? Vous faites référence à l'entretien que j'ai fait avec Bruce Blair, donc, qui était un officier en charge des missiles Minuteman sur la base de Minot, entre 1972 et 1974. L'entretien a eu lieu en 2020 et effectivement, le docteur Blair m'a dit que, à de très nombreuses reprises, ils avaient violé des safety rules qu'ils ne considéraient comme pas raisonnables. Évidemment, je ne peux pas vous dire quelque chose sur la représentativité de mon échantillon, mais par contre, ce qu'on peut établir, c'est qu'il y a, notamment dans les années 2010, des cas d'officiers en charge des missiles Minuteman qui ont été pénalisés pour avoir laissé des portes ouvertes, pour avoir bu alors qu'ils étaient en service. Donc, on a des exemples multiples de ce genre de choses-là. Mais ce qui est important aussi à voir, c'est que si une de ces armes explosait, ce qui serait considéré comme totalement intolérable du fait de son impact, ben, la performance statistique de la sûreté resterait extraordinaire du fait de la taille de l'arsenal. Donc ça nous force aussi à voir qu'il y a une difficulté particulière dans le mandat de ces institutions. Ces institutions ont un mandat de contrôle quasi parfait. C'est un des critères uniques du monde nucléaire, c'est l'intolérabilité unique de l'erreur ou de la défaillance. Et qu'est-ce qu'il en est justement de l'information des dirigeants? Et j'ai envie de vous dire, parce que là on parle des Américains, hein, mais ouais, vous êtes un chercheur français indépendant, vous êtes un spécialiste de ce sujet. Vous avez déjà eu des remontées, je dirais, indirectes de cas qui sont arrivés en France, voilà, de problèmes comme ça, qui ont été très dangereux et qui éventuellement n'auraient pas forcément été remontés aux politiques? Alors, il y a un cas connu qui est recensé dans les mémoires de l'amiral Philippon, qui était le chef d'état-major particulier du général de Gaulle, et qui est un cas justement d'une fausse alerte sur la base d'Orange dans les années 60, où un Mirage 4 donc, décolle avec une bombe à N11 sous ses ailes, et c'est une fausse alerte, comme je l'indique. Donc, au bout d'un moment, l'avion fait demi-tour et atterrit. Et donc, évidemment, les optimistes, les partisans de la confiance excessive vous disent qu'il n'y a pas de problème. Or, ce qu'on peut établir, et vous vous en doutez, c'est que cette mission ne prévoyait pas que le pilote atterrisse avec la bombe sous ses ailes, puisqu'il aurait dû aller la larguer. Et donc, cet atterrissage en soi était extraordinairement dangereux. On a pu établir dans le livre et dans un autre article aussi que, à cette époque-là, la sûreté de la bombe à N11 n'avait pas été testée. Et donc, ce qui est frappant, c'est que l'amiral dit dans ses mémoires que cet épisode-là, il n'en a pas rendu compte à De Gaulle. Justement, en termes de discours aussi, on entend souvent dire que finalement, les armes nucléaires ont empêché une guerre majeure pendant la guerre froide. Est-ce que c'est vrai, d'après vous? C'est intéressant l'usage de cette affirmation. Si on dit les armes nucléaires ont garanti la paix, ça, c'est démontrablement faux. Et tout simplement parce que la guerre froide peut être requalifiée comme guerre par proxy qui a causé plus de 25 millions de morts. On peut aussi
déterminer que dans un grand nombre d'États, les essais nucléaires dont on a parlé tout à l'heure et dont on a dit que les effets étaient substantiels et très souvent sous-estimés, ces essais, ils ne sont pas séparés de la dissuasion, mais ils sont souvent, à l'époque, justifiés comme permettant de rendre la dissuasion crédible. Donc, si l'argument, c'est de dire la dissuasion nucléaire a garanti la paix, il faut que les partisans de la dissuasion soient comptables des effets des essais qui étaient conduits au nom de la crédibilité de la dissuasion. Un autre élément pour aller à l'encontre de cette idée que les armes nucléaires auraient simplement garanti la paix, ce serait de dire que si l'argument consiste à croire que la menace de représailles nucléaires suffit à dissuader l'attaque, alors les États non dotés d'armes nucléaires n'auraient jamais dû attaquer les États dotés d'armes nucléaires. Or, dans la plupart des décennies de la guerre froide, on trouve ce type d'attaque. Et un tout dernier élément, là, on n'envisage pas la possibilité que la possession d'armes nucléaires encourage les agressions. Or, on a pu montrer qu'elles ont encouragé les agressions, notamment parce que l'État doté d'armes nucléaires et le dirigeant se pense couvert par l'ombre portée de la bombe, et donc ça l'encourage à des agressions conventionnelles. On pense à ce que les Pakistanais ont fait dans les années 90 et 2000, mais on peut aussi penser à ce que Staline a fait vis-à-vis de la guerre de Corée, en fait, c'est-à-dire de livrer des armes et d'autoriser l'usage de la force. On peut penser plus récemment à ce que la Russie a fait en 2022. C'est parce que le Kremlin, en tout cas, il y a une littérature là-dessus qui suggère qu'il est fort probable que le Kremlin se soit senti protégé par l'ombre portée de sa capacité nucléaire et que cette ombre portée l'ait encouragé à une agression conventionnelle. Donc, vous voyez, c'est 4 types d'arguments qui permettent de considérablement requalifier cet argument selon lequel les armes nucléaires auraient garanti la paix. On en a parlé rapidement tout à l'heure, mais on parle énormément du cas iranien, qui est perçu comme une menace quasi imminente, maintenant depuis 20 ans. Quelle est votre vision sur la question? Est-ce qu'il y a un vrai risque? Est-ce qu'ils veulent vraiment la bombe? Est-ce qu'il y a des éléments chez eux qui poussent à ne pas avoir la bombe? Est-ce qu'on nous présente une vision très, qui manque de nuances peut-être? Sur l'Iran, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, l'affirmation selon laquelle l'Iran va avoir la bombe demain matin est quand même très fréquente depuis très longtemps. On peut l'identifier jusque dans les années 2006. Et c'est essentiellement de la part d'experts qui sont situés, qui sont pro-nucléaires et qui sont dans une tendance très particulière. Évidemment, en Iran, il y a une coalition favorable à l'acquisition d'armes nucléaires, mais ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est l'importance d'observer que dans un régime politique, la coalition favorable à l'acquisition d'armements nucléaires ne gagne pas toujours la bataille pour les ressources, et que donc la question, c'est comment on fait pour obtenir la non-prolifération, c'est-à-dire pour faire en sorte soit que la coalition pro-bombe change d'objectif, soit qu'elle perde la bataille interne face à d'autres priorités. Et un élément aussi sur la question iranienne, c'est un point de méthode qui est de dire, on a avec l'Iran le problème qu'on avait avec le Kremlin pendant la guerre froide. C'est-à-dire, on veut savoir ce que les dirigeants iraniens pensent, et ce savoir est absolument inaccessible. Et donc, cette inaccessibilité aboutit à des approximations ou à des raccourcis qui sont juste des manifestations du désir de savoir. Donc, quand on parle de l'Iran, il faut s'assurer que ceux qui parlent lisent la langue, sont allés sur le terrain. C'est quand même essentiel de garder ces éléments-là en tête. Il y a un des éléments qui justement pousse à remettre en question ce credo. C'est un point particulier dont vous êtes devenu un des experts, qui est le rôle de la chance, et en particulier dans le rôle aussi qu'il a pu avoir dans la résolution de beaucoup de crises. Comment la chance a pu jouer un rôle? Alors oui, c'est troublant quand on le dit comme ça, mais
ce qu'il faut mesurer, c'est d'une part la nécessité de se poser cette question. Cette nécessité, elle vient assez simplement quand on se dit, ben voilà, si on ne distingue pas les cas de chance des cas de contrôle, on fait l'erreur de croire que toutes les fois où on n'a pas eu d'explosion nucléaire non désirée, c'est grâce au succès des pratiques de contrôle. Or, intuitivement, on peut comprendre que ça peut être le cas, mais ça peut aussi être le cas où l'issue est indépendante des pratiques de contrôle et où c'est une variable tierce qui ne fait pas partie du plan, qui a décidé l'issue. Et on a aussi des cas où ce qui a empêché l'explosion non désirée, c'est la désobéissance d'acteurs particuliers ou la défaillance technique. Donc, ce que j'appelle chance, c'est tous les cas où le contrôle n'aurait pas suffi ou pas permis l'évitement d'explosions nucléaires non désirées. Et ce qui est intéressant là-dedans, juste pour le faire apparaître comme moins bizarre que ça en a l'air, c'est que on trouve une liste très longue d'officiels militaires, politiques, stratégistes, qui, contre leurs intérêts, affirment le rôle de la chance. La question, c'était comment est-ce qu'on peut effectivement objectiver ce rôle. Et il a fallu donc faire cette distinction conceptuelle en disant, bien, les cas où c'est le contrôle qui a permis d'éviter l'explosion, on va l'appeler succès du contrôle, et les autres, on va faire une typologie de la chance. Et ensuite, il a fallu faire des entretiens, aller aux archives aux États-Unis, aux archives au Royaume-Uni, aux archives en France, pour objectiver ces cas. Et je veux juste insister sur le fait que mon évaluation de la chance est très probablement une sous-estimation, pour une série de raisons simples. La première, c'est que mon estimation dépend de la disponibilité des archives et des témoignages. Donc, mes cas sont excessivement américains et britanniques. Aux États-Unis, dans un rapport rendu par le panel Drell en 1990, on a établi l'existence de 32 événements qu'on appelle Broken Arrows, qui auraient pu produire une explosion nucléaire entre 1950 et 1980. 32 en 30 ans aux États-Unis. Donc, supposer que mon évaluation de la chance est complète, ça veut dire que s'il y en a 32 en 30 ans aux États-Unis, dans tous les autres États sur lesquels on ne sait strictement rien, il n'y en aurait eu aucun, sachant aussi qu'il nous a fallu plus de 30 ans pour connaître le rôle de la chance dans l'évitement de la crise de Cuba, et que, de toute façon, sur les 30 à 50 dernières années, on ne sait quasiment rien, puisque c'est couvert par le secret de la défense nationale et le secret nucléaire. Est-ce que justement, vous pouvez nous donner quelques exemples précis où Oui. des erreurs humaines ou des problèmes techniques ont failli déclencher une explosion nucléaire, voire une guerre nucléaire par erreur? Alors, un premier exemple, ce serait le cas de Goldsboro en Caroline du Nord en janvier 1961, où c'est un bombardier B-52 qui se disloque en plein air au moment d'un ravitaillement. Dans ce bombardier, il y a 2 bombes thermonucléaires qui sont l'équivalent de 250 Hiroshima chacune. Et la raison pour laquelle elles n'explosent pas au moment où elles arrivent au sol, c'est qu'il y a un interrupteur qui est resté en position safe. Et alors là, vous allez me dire, mais c'est pour ça qu'il était là, l'interrupteur. Oui, sauf que 3 autres interrupteurs ont défailli et que par ailleurs, en allant chercher dans les archives, on trouve dans les archives de l'ingénieur sûreté du laboratoire Sandia, qui était en charge de cet épisode, des preuves que cet interrupteur qui nous a sauvés à Goldsboro, ou plutôt qui a évité la catastrophe, a défailli plus de 20 fois dans les 20 années qui ont suivi. Donc, la chance, en l'occurrence, c'est la non-coïncidence de ces défaillances avec l'épisode de Goldsboro. Ça, c'est un épisode. Un autre exemple, c'est l'épisode de Grand Forks dans le Dakota du Nord, le 15 septembre 1980. Et là, c'est un épisode d'incendie sur un avion qui brûle pendant des heures, enfin, en l'occurrence, un moteur qui brûle pendant des heures. Et la question, c'est qu'est-ce qui décide que les flammes vont rester à distance du compartiment dans lequel des explosifs nucléaires, dont on a découvert a posteriori
qu'ils étaient sensibles aux flammes. Qu'est-ce qui fait que les deux restent séparés? C'est simplement que ce jour-là, il y avait une tempête. Et donc, vous voyez bien, ce ne sont pas des facteurs de l'ordre du contrôle, mais c'est bien la présence de la tempête, la direction du vent et la durée de cette tempête, donc 3 facteurs indépendants des procédures de contrôle qui ont été nécessaires à l'évitement d'une catastrophe dont même le responsable du laboratoire en charge des armes a dit en cas de catastrophe, ça aurait été pire que Tchernobyl. Pour alimenter vos travaux, vous avez réalisé aussi différents sondages pour compenser le manque de fiabilité de ceux qui existent déjà. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris? Alors, le premier résultat, c'est de montrer les biais des sondages existants qui sont utilisés pour affirmer qu'il y a consensus en France sur les questions nucléaires. Et en fait, les questions qui sont posées font littéralement toutes les fautes qu'on a déjà identifiées. C'est-à-dire, elles supposent que les armes nucléaires, c'est la dissuasion, que la dissuasion dissuade toujours. Et on pose la question aux sondés en leur disant, est-ce que vous voulez, pour protéger la nation, la protection conventionnelle, la dissuasion nucléaire ou les deux? Donc évidemment, comme on ne pose pas la question ni des alternatives, ni du coût, ni de la vulnérabilité, c'est comme demander aux sondés, est-ce que vous voulez fromage, dessert ou les deux, sachant que vous ne payez pas la note. Donc nous, ce qu'on a trouvé, c'est que quand on interroge les sondés, à partir de ce que la politique exige d'eux, c'est-à-dire est-ce que vous êtes d'accord pour que vos impôts financent l'arsenal nucléaire national? Est-ce que vous êtes d'accord pour tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure? On trouve que le consensus actif ou passif n'est pas là. Et en fait, dans les archives, on trouve aussi des anciens sondages qui montrent que même dans les années 60, il n'y avait pas plus de 50% qui étaient favorables à la politique en question. Ça ne veut pas dire que la population est secrètement opposée, mais ça veut dire que ce qu'on a produit avec cette politique, c'est pas une adhésion, mais c'est bien en fait un sentiment d'impuissance et de désengagement de la population. Une autre découverte inattendue sur les sondages qui manifeste ce qu'on s'était dit tout à l'heure sur le biais systématique et la réduction du problème nucléaire au problème de la prolifération, c'est que quand on interroge non seulement les Français, mais aussi les citoyens des États dotés ou hôtes d'armes nucléaires en Europe, c'est ce qu'on a fait. On a fait un sondage sur 7000 sondés en 2019 et en 2024, répliqués à l'identique. Quels sont les États qui possèdent des armes nucléaires? On a plus de 40% des sondés qui cochent l'Iran déjà en 2019 et encore plus aujourd'hui, alors qu'on a environ, par exemple, 30% des sondés qui comptent le Pakistan. Donc on voit comment cette surfocalisation sur la prolifération et sur l'Iran produit une géographie mentale du nucléaire qui est distordue. Enfin, pour finir, vous avez travaillé aussi sur la culture populaire audiovisuelle, sur ce thème du nucléaire. Alors, quel rôle est-ce qu'elle a joué et est-ce que vous voyez une évolution au fil du temps? Elle a été essentielle. Merci de poser cette question, parce que je crois que c'est vraiment une question qui est centrale, du fait de ce qu'on a appelé tout à l'heure la vulnérabilité épistémique. C'est-à-dire, comme on a du mal à croire à notre condition de vulnérabilité, il faut trouver des moyens de nous faire croire à ce que l'on sait. Et c'est dans ce cadre-là que la fiction et que la culture populaire visuelle jouent un rôle crucial. J'ai pu montrer donc, dans un article de Culture et Conflit que dans les différentes décennies de la guerre froide, on peut trouver 4 gestes esthétiques qui nous mettent, nous spectateurs, en situation de croire à notre vulnérabilité et à la possibilité de la catastrophe nucléaire. Ces 4 gestes esthétiques, depuis la fin de la guerre froide, ont changé de référent. Et la façon dont le risque nucléaire est traité depuis la fin de la guerre froide ne nous aide plus à croire à cette vulnérabilité. Il est soit minimisé, réduit à des acteurs qui ne peuvent pas riposter, soit littéralement nié ou transformé en un artefact esthétique. Je vais donner des exemples précis de culture populaire. Je pense que le plus flagrant, notamment pour les fans de James Cameron qui vont d'emblée réagir en disant « Mais comment? Dans Terminator 2, il y a quand même une représentation de la guerre nucléaire. » Oui, Terminator 2 tourné en 1991. 1994, quand James Cameron revient, il revient avec True Lies,
dans True Lies, remake de la totale, il y a une explosion nucléaire à la fin, mais qui littéralement est un lampadaire. C'est-à-dire elle a pour but de produire la couleur du ciel qui décore le baiser romantique des deux héros. Plus récemment, dans The Dark Knight Rises, on a soi-disant Batman qui s'en va dans le lointain pour faire exploser une arme, mais même lui, il ne meurt pas. C'est-à-dire littéralement, la chose explose et ne tue personne. On a un autre exemple dans World War Z avec Brad Pitt, où on passe au-dessus d'un champignon nucléaire et où littéralement c'est inconfortable parce que il perd la communication avec sa fille. Mais donc il y a systématiquement soit une minimisation des effets, soit un renversement de la valence de l'arme nucléaire qui passe du statut de source de danger à un statut d'instrument salvateur irremplaçable. L'exemple le plus frappant de ça, c'est l'évolution du personnage de Godzilla, qui est présenté vraiment comme l'incarnation dans les années 50 des conséquences des essais nucléaires américains dans le Pacifique, dont on a perdu le contrôle. Donc c'est le monstre qui manifeste la perte de contrôle sur la violence nucléaire. Et dans les années 2010, il faut utiliser la violence nucléaire pour tuer Godzilla. C'est-à-dire, c'est devenu l'antidote. Et on a la même chose dans un film comme Pacific Rim, où Guillermo del Toro, qui par ailleurs est très imaginatif sur plein d'autres choses, quand il imagine des monstres qui viennent du fond des mers, comment est-ce qu'on fait pour tuer les monstres? Il faut employer des armes nucléaires. Donc là, on a à la fois la minimisation, le renversement de la valence, et le fait qu'il y a comme un jeu, si vous voulez. Il y a une mise en scène du fait que le nucléaire, bien sûr que c'est pour s'amuser à se faire peur. Dans la franchise Mission Impossible, il y a cette espèce de transformation de la peur nucléaire en un simulacre. Le point central, c'est que ce qui, dans la culture populaire, pendant la guerre froide, nous a aidés à saisir les vulnérabilités nucléaires, ne nous aide plus et en fait nous en éloigne. Donc ça, c'est pour ceux qui nous écoutent, qui sont artistes, produire une culture populaire consciente de la vulnérabilité nucléaire serait un geste précieux. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci beaucoup. Je vous renvoie encore sur le lien en description sur l'article d'Elucide qui vous permettra d'aller beaucoup plus loin, avoir plus d'informations sur ce sujet très maltraité et pourtant ô combien vital. Et je vais vous poser évidemment notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous? Est-ce que je peux vous donner 2 réponses à cette question? Alors, la première, c'est de reprendre un élément que j'ai déjà dit, c'est facile de croire qu'on peut choisir de ne pas être affecté et que donc il vaut mieux ne pas se soucier de cette question. Souvenez-vous que ce choix, vous ne l'avez pas. Vous êtes d'ores et déjà affecté par la politique nucléaire. Le choix que vous avez, c'est d'être actif ou passif face à ces enjeux cruciaux. Et face à ça, la recherche indépendante est toujours là pour vous aider. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est peut-être sur l'articulation entre armes nucléaires et changement climatique, ou est dynamique liée au système Terre. Dans un article récent, on a trouvé un résultat qui, moi, me surprend très fortement, qui est littéralement que ces politiques-là opèrent largement en silo et que c'est aussi vrai pour la production scientifique jusqu'à très récemment. C'est-à-dire la politique nucléaire qui nous engage jusqu'à la fin du XXIe siècle, les armes nucléaires en train d'être construites aujourd'hui ont vocation à naviguer jusqu'en 2090, est conçue comme si les institutions en charge de ces armes allaient pouvoir, par définition, gérer les transformations environnementales. Ce qui contredit en fait ce qu'on sait en termes de prévision environnementale. Et de la même manière, quand on regarde les prévisions environnementales et la politique environnementale, elle est conçue comme si on était dans un monde dans lequel il n'y a pas d'armes nucléaires. Or, il reste 12 000 de ces choses, donc il est urgent de réfléchir à une politique de défense qui est sérieuse sur les vulnérabilités nucléaires et sur les transformations environnementales.